Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dans le cadre du projet Climavège, donc, qui se tient aujourd'hui sur produire des semences paysannes en collectif pour mieux s'adapter. Juste avant de commencer le webinaire, quelques modalités pratiques pour le bon déroulement. Hop. Alors, donc déjà, je vois que vous l'avez toutes et tous fait, mais voilà, pensez bien à couper vos micros, comme ça il y a une meilleure qualité du son des intervenants et des intervenantes pendant les présentations. Voilà, n'hésitez pas aussi à zoomer s'il y a besoin sur la présentation. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'onglet chat du webinaire pour poser vos questions tout au long du webinaire. Il y aura des moments vraiment consacrés pour y répondre pendant le webinaire, mais comme ça, si vous les posez au fur et à mesure, elles ne seront pas oubliées et nous, on les prendra dans l'ordre chronologique. Il peut arriver aussi qu'en plus, on y réponde directement par écrit pendant le webinaire. Voilà. Euh, et j'en profite aussi pour vous indiquer que le webinaire il va être enregistré et donc il sera disponible sur le site de VGPolis en replay ainsi que tous les livrables du projet. Voilà. Hop. Alors, pour le programme du webinaire. Donc, j'en profite pour me présenter d'ailleurs. Donc, je m'appelle Louise Le Provost, je suis animatrice au CIVAM du Maine-et-Loire. Donc, j'ai participé aussi à ce projet. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge du déroulé du webinaire. Donc, on va commencer par l'introduction et puis une présentation du programme Climavège. Et ensuite, le webinaire va se dérouler en trois parties. Donc la première partie, ce sera sur le retour du projet, enfin son déroulé en fait, comment on l'a organisé. Et ensuite, on va présenter les résultats en deux temps. Donc d'abord la partie 2 qui sera sur le retour sur les parcours en fait de deux éleveurs qui étaient au sein du projet. Et ensuite la troisième partie qui sera sur un retour en fait sur le dispositif d'animation que nous avons mis en place. Voilà, et on finira par une conclusion et puis bien sûr les dates des prochains webinaires dans le cadre du projet Climavège. Donc comme je disais, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et donc en fait il y aura deux temps vraiment où on répondra aux questions. Donc ça sera à la fin de la partie 2 et à la fin de la partie 3. J'en profite aussi pour préciser que Guillaume, donc un des éleveurs qui fera un retour dans la partie 2, devra nous quitter à 11 heures. Donc si vous avez des questions à la fin de la partie justement sur sa ferme, sur son retour d'expérience, etc., bien penser à noter les questions pour la fin de la partie 2. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'introduction. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Solène Le Hérissé, que je laisse se présenter aussi juste après. Et donc, il va nous présenter le projet Climavège. Merci Louise. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire autour de la thématique des semences paysannes, qui est le cinquième d'une collection de webinaires organisés dans le cadre du projet Climavège. Donc, je suis Solène Le Hérisset, je travaille à Végépolis Vallée et je voulais avant tout remercier Lionel Magnien de la FRC20 Pays de la Loire et tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation des travaux qui vont être présentés ce matin. Pour revenir au projet Climavège, donc c'est l'association de deux mots, climat et végétal, et c'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. C'est un projet qui a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il implique 80 partenaires et comprend 24 actions de recherche et d'expérimentation. Ce projet est cofinancé à la fois par les partenaires du projet, bien sûr, mais également par deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part et le Conseil régional de Bretagne avec l'ADEME d'autre part. L'ensemble des actions du projet sont articulées autour de ce triptyque là que vous voyez, eau, sol, plante, et sont vraiment de nature variée. Il y a à la fois des ateliers de co-conception participative sur diverses thématiques, des travaux de recherche ou encore des travaux d'expérimentation. Vous l'aurez compris, les travaux se terminent globalement et donc c'est la raison pour laquelle cette série de webinaires est organisée qui donne l'opportunité aux partenaires de la tâche de vous présenter les résultats des travaux de ce projet de 4 ans. Je vais maintenant laisser la main à Louise et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, etc. dans le chat et j'espère vraiment que ce moment vous plaira. En tout cas, c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas
à interagir avec les intervenants. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Solène. Donc, merci pour cette introduction. Donc, maintenant, nous allons passer à la première partie de ce webinaire, donc qui est le retour sur le déroulement du projet. Donc, je laisse la main à Cyril Firma et à Lionel Magnin qui vont se présenter au moment où ils vont prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Cyril Firmin, je suis chercheur à l'INRAE et ça fait plusieurs années que j'accompagne des groupes locaux sur les questions de semences, voilà, à travers des démarches de recherche-action. Euh, bah, je pense qu'on passe à la diapo suivante, c'est ça. Voilà. Donc pour introduire très rapidement le contexte de ce projet, euh, je peux dire que les projets sur les semences qui ont été accompagnés par les chercheurs depuis les années 2000 se sont largement orientés sur des questions de génétique, d'adaptation génétique des plantes. En effet, un grand nombre de travaux ont montré que dans les systèmes à base intrants en particulier, il y avait un intérêt très fort à travailler sur l'adaptation des plantes dans des contextes pédoclimatiques locaux, qui inclut également les aspects liés aux pratiques des agriculteurs, tels que le pâturage ou la fauche pour les prairies, ou des cultures pures ou des cultures associées, qui pouvaient avoir une influence sur l'adaptation génétique. Et également le fait que les conditions locales, comme vous le savez, sont changeantes, par exemple du fait des variations climatiques. Et dans ce contexte-là, la biologie de l'évolution nous indique qu'il faut maintenir de la diversité localement, qui va favoriser à court terme, face à un choc, un stress, comme à long terme, l'adaptation à de tels changements. Alors là, je viens de vous donner l'introduction classique d'un projet de recherche-action sur les semences. Cela marche très bien. Ce type d'introduction est très bien adapté, par exemple, sur les céréales, avec le cas des blés populations qui ont été réintroduits en Europe depuis les années 2000, car ils s'insèrent très bien dans des conditions de culture, on va dire, marginales, avec des terrains souvent pauvres, des conditions stressantes, et également dans des fermes avec qui fonctionnent sur la base de circuits courts qui permettent de compenser une baisse de rendement par une plus forte valorisation des produits et des charges moindres. Alors, pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui des semences fourragères, on a en France au moins deux démarches territorialisées sur l'adaptation des fourragères, et elles n'ont pas encore conduit à des dynamiques d'adaptation et d'adoption de populations de semences, populations fourragères. Ce qu'on en déduit, c'est qu'il faut non pas focaliser sur les aspects génétiques, mais sur des aspects liés à la production de semences localement, qui s'avèrent difficiles dans le cas de ces projets. En effet, sur les céréales, les agriculteurs récoltent la semence, qui est pour la production. Sur les fourragères, les agriculteurs récoltent le fourrage, et la récolte des semences représente un autre atelier dans la ferme. Alors, c'est l'occasion de rappeler, deuxième point, que l'autonomie en semences fourragères est particulièrement importante pour le développement de systèmes herbagers vertueux et des prairies, et ce à deux échelles. Les données de SEMAE nous indiquent qu'au niveau national, 60 à 65% des fourragères semées en France sont produites à l'étranger. Et ça, c'est pour l'enjeu national. Il y a aussi un enjeu ultra-local, euh, puisque la production de semences représente un coût important pour les fermes herbagères, qui repose sur une stratégie de réduction des charges et des intrants, où les semences, lorsqu'il faut ressemer des prairies, représentent une part de dépenses importante. Donc l'autoproduction de semences est un enjeu important à la fois pour l'adaptation locale dont je parlais au début et un enjeu de souveraineté au niveau national sur le plan semencier. Donc on a tiré bénéfice des projets que j'évoquais, l'un dans l'Aveyron, l'autre plus près en Poitou-Charentes, pour focaliser ce projet-là dès le début sur des questions, des dimensions techniques en lien avec l'autoproduction de semences. Et je laisse la parole. Bonjour, je vais prendre la main. Donc, désolé, je ne vais pas mettre ma caméra parce que j'ai un réseau un peu fragile. Donc, par contre, je vais me présenter tout de même. Je m'appelle Lionel Magnin, je travaille à la Fédération régionale des CIVAM, Pays de la Loire. Et donc, je pilotais, enfin, la FR CIVAM pilotait le projet Climat Beige Semences.
Et je vais rapidement vous expliquer comment on a travaillé dans le cadre de ce projet au cours des 3 années, donc 2021 à 2024, sachant que le projet n'est pas tout à fait terminé. Donc la première année 2021, notamment, et donc ça fait lien avec ce que disait Cyril à l'instant, était consacrée à l'émergence de nouveaux groupes travaillant sur les semences et l'autonomie semencière, notamment en fourragère et plus particulièrement en prairiale. Donc pour cela, on s'est appuyé sur le bilan de différents groupes. Donc Cyril évoquait les retours d'expérience au niveau national. Nous, en Pays de la Loire, on avait un groupe qui avait démarré en Maine-et-Loire. Et puis, donc le travail s'est concentré donc sur cette première année sur les outils d'animation et les méthodes qui avaient été employées et qui avaient fonctionné pour initier pour initier de nouveaux groupes et également améliorer les outils et méthodes propices à l'émergence de ces groupes. Donc, ce qui nous a amené les 2 années suivantes à donc continuer à capitaliser ces expériences d'animation, donc pour créer une boîte à outils et donc à stimuler les échanges, les essais de production à l'échelle des fermes. Donc cette stimulation passait par des échanges techniques au niveau des groupes départementaux et progressivement ces échanges techniques ont transité au niveau régional. Donc je vais venir juste après sur l'articulation entre les deux échelles du projet. Donc pour aboutir à partir de mi-2023 à une analyse des travaux réalisés et au démarrage de la production des livrables, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc voilà, donc on est en train de terminer les livrables actuellement sur cette fin d'année 2024. Donc sur l'état des lieux de départ qui a été fait lors des premières rencontres des groupes en 2021, on a identifié beaucoup de freins, hein, Cyril le disait aussi, c'est une chose compliquée que de produire des semences à l'échelle de ferme, notamment d'élevage. Donc des freins qu'on a regroupés en 4 catégories, des freins liés à la connaissance autour des variétés, des périodes, et puis également des questions réglementaires, des freins autour des questions matérielles, donc pour tout ce qui porte sur la récolte et le tri notamment, des freins qui sont plus liés aux ressources humaines, notamment sur la mutualisation des connaissances, mais aussi sur l'entraide et sur la création, l'animation de groupes locaux propices à une production collective. Et enfin, des freins liés à la rentabilité, au questionnement de rentabilité de cette opération, de ces opérations d'autoproduction de semences. Alors, j'évoquais les 2 échelles du projet, donc rapidement pour vous donner une idée de comment on a fonctionné. Donc, les groupes départementaux avaient comme objectif de stimuler les essais, d'identifier les espèces qui étaient à produire en fonction des besoins et des opportunités sur chaque ferme, et d'échanger techniquement sur la base des expériences réussies, et enfin de mutualiser, si possible, au niveau du matériel. C'est la bonne échelle, l'échelle départementale, même l'échelle infradépartementale est parfois beaucoup plus adaptée. On aura l'occasion peut-être d'y revenir à travers les témoignages des 2 agriculteurs présents qui vont témoigner. Et donc, d'un point de vue de l'échelle régionale, l'objectif pour nous, c'était de mettre en commun les outils et méthodes, donc propices à l'animation des groupes départementaux, à la stimulation des essais, et puis également de mutualiser tout ce qui pouvait, enfin de capitaliser plutôt, pardon, tout ce qui pouvait se mettre en place au niveau de ces groupes dans l'objectif de produire in fine des livrables rapportant, enfin, permettant de mettre en valeur ce qui avait été expérimenté dans le cadre du projet. On a également eu une action au niveau régional de recensement des matériels disponibles. J'évoquais la question du matériel. Et on s'est rendu compte que l'échelle régionale sur certains matériels pouvait être intéressante. Merci. On peut passer à la diapo suivante.
J'en termine sur les livrables, donc que vous retrouverez sur le site de VGPolice, également en ligne sur le site des CIVAM Pays de la Loire, donc qui pour l'instant sont au nombre de trois, puisqu'on a une synthèse technique qui là regroupe l'ensemble, enfin synthétise l'ensemble des travaux mis en place dans le projet, donc de façon bien plus exhaustive que ce que j'ai pu vous donner là très rapidement. Et puis surtout des itinéraires techniques détaillés de récolte de semences réalisées sur les fermes du projet. Voilà, donc il y a 6 fiches techniques qui sont d'ores et déjà disponibles et sur lesquelles on a travaillé depuis plusieurs mois, donc qui j'espère seront facilement accessibles. Donc, on est intéressé évidemment pour avoir des retours de votre part si vous prenez le temps de parcourir ce livrable-là. Également à disposition deux modules de formation donc, qui s'inspirent de ce qui a été expérimenté dans les groupes et donc qui ont pour objectif d'appuyer le développement de production de semences paysannes en collectif. Donc, ces deux formations se présentent sous forme de déroulés pédagogiques très détaillés et les outils d'animation sont disponibles au téléchargement sur demande auprès de la FR-CIVAM. Et au niveau livrable, j'en termine par la dernière production qui nous occupe encore aujourd'hui, notamment Cyril, un article scientifique bilan de la recherche-action qui donc sera soumis à la revue Fourrage sur la fin d'année. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je te laisse la main, Louise, de nouveau. Très bien. Merci beaucoup Cyril et Lionel pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie du webinaire, donc qui est justement le retour sur les parcours de deux fermes qui ont participé au projet. Donc pour cette partie, je vais laisser la parole à Tiffaine et à Coraline qui vont se présenter en même temps. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Tiffaine, je suis animatrice au GRAPEA, qui est le CIVAM de Vendée, et donc je suis le projet depuis le début ici en Vendée. Donc, moi, je vais surtout laisser la parole à Guillaume, qui témoignera pour le GAEC du Chemin Noir. Donc, c'est une ferme qui se situe en Vendée, un GAEC à 4 associés en vaches allaitantes. Donc, ils sont installés sur 218 hectares de SAU pour 110 charolaises, enfin, en gros, avec la moitié de surface en prairie temporaire, un quart en prairie naturelle et un quart en céréales et maïs grain. Sur la ferme, ils récoltent des semences de fétuc, trèfle blanc et trèfle violet en routine depuis des années. Donc Coraline Francesetti, donc je suis animatrice technique au CIVAM de la Mayenne. Et donc après le témoignage de Guillaume avec Tiffaine, nous on reviendra avec Pierre-Marie, du coup sur son témoignage et ses pratiques autour de la récolte de semences, donc de l'ARL de la Cordelière. Donc Pierre-Marie, il est éleveur en Mayenne, en agriculture biologique sur 50 hectares, donc répartis entre prairies naturelles, prairies temporaires et 3 hectares de maïs en silage avec une trentaine de vaches laitières Primolstein en monotraite. Et donc, il nous parlera de ces semences de prairies multi-espèces qu'il récolte sur la ferme depuis maintenant 3 ans. Donc, pour commencer, Guillaume, peux-tu nous dire dans un premier temps quelles semences prairiales sont récoltées sur la ferme et depuis combien de temps? Bonjour à tous, Guillaume Cousineau. Donc oui, comme tu l'as dit, on récolte. Moi, je suis installé depuis 10 ans. Mes parents ont quasiment toujours fait des semences. Nous, on récolte donc de la semence de fétuc, trèfle blanc, trèfle violet. De temps en temps, mais moins en moins, la semence de dactyle. On n'en sème pas beaucoup, donc quand on en récolte, on en a pour pas mal d'années. Ok. Et comment cette production est arrivée sur la ferme? Comme je l'ai dit, mes parents ont toujours fait des semences. Enfin, ils ont commencé par faire des semences de céréales, de blé. Et ensuite, plus ils s'agrandissaient, plus la surface de prairie à semer augmentait. Donc, ils se sont mis à faire de la semence de fétuc, trèfle blanc et trèfle violet pour réduire les coûts d'implantation et augmenter l'autonomie de la ferme.
Ok, merci. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu donc l'itinéraire technique que tu suis sur la récolte de ces semences prairiales? Donc en gros, chez nous, euh, on va semer des bandes de trèfle blanc fétuc et des bandes de trèfle violet fétuc. Donc on va semer 1 hectare de chaque. Donc dans une parcelle de 2 hectares, on va semer 1 hectare. Autour, on va semer notre prairie comme d'habitude. Dans une parcelle de 5 hectares, pareil, on aura une bande et le reste de la prairie en multi-espèces. Donc pour la fétuque, on essaye de faire un déprimage assez tôt, si on peut. Sinon, c'est pas grave. On va, très important, arracher les rumex fin juin, mi-juin, fin juin. Et ensuite, une récolte mi-juillet. Donc là, on récolte directement à la moissonneuse. Ensuite, on fait sécher sur une dalle béton. Et après, on trie avec un ancien moulin à vanter. Là, on a installé un moteur hydraulique pour éviter de tourner à la main. On le trie et on le stocke souvent c'est en bidon fermé, hermétique. Je continue avec un trèfle. Oui, vas-y. Donc le trèfle, lui, il est en deuxième coupe. Donc souvent, c'est soit un pâturage, un foin, ou un foin, ça dépend. Et ensuite, donc pareil, on le récolte en août. Donc un petit peu avant, on arrache les rumex. Le trèfle blanc, on le fauche, on le fait sécher un peu au sol. On endaine, on moissonne. Le trèfle violet, on le moissonne directement. Et on essaye de moissonner les journées les plus chaudes, le chaud et sèche, pour que ça batte le mieux possible. Et donc ensuite, même principe, on fait sécher sur une dalle béton. Et là, on le trie, on a un trieur séparateur. Et on le trie, on a des grilles fines et on le trie là-dessus. Et pareil, on le stocke en sac dans des congélateurs, des vieux congélateurs. Eh ben, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions sur cette partie, vous pouvez bien les noter pour les poser à Guillaume tout à l'heure. Euh, donc, bah, est-ce que tu peux nous dire globalement, est-ce que vous êtes satisfait de ces récoltes sur la ferme et est-ce que vous souhaitez continuer dans le futur? Donc oui, on est plutôt satisfait. Il y a des années, cette année, on n'a pas récolté de fétu parce enfin, il y avait trop de rumex dans la parcelle. On a jugé qu'au temps passé, c'était pas rentable. Enfin, on aurait forcément récolté du rumex, donc on n'a pas voulu. Mais globalement, on essaye de garder du stock d'une année sur l'autre. Donc, on va continuer. Là, on va essayer du lotier qu'on n'a pas encore fait. Et après, vu qu'on a des bandes un peu partout, on y va à l'opportunisme. Les parcelles sont conduites un peu dans le système normal et si on trouve qu'elle est belle, on va la conduire pour la semence. Mais sinon, elle va faire du foin Super. Et du coup, bah, c'était noté là, tu avais estimé le temps de travail environ à 12 heures par hectare, si jamais ça... Globalement, on est 4 sur la ferme. Donc quand on va au Rumex, on y va à 4. Donc on y passe 1 heure et demie. Ensuite, faut compter la fauche, l'endainage, le ramassage, le triage qui peut prendre un peu de temps. Donc oui, j'ai mis ça à la louche. Donc après, forcément, plus on en récolte, plus c'est rentable. Mais ça pour toutes les cultures. Oui. Et donc, d'après toi, quels sont les éléments facilitateurs qui font que ça fonctionne bien chez vous et que ce serait pas forcément reproductible comme ça, sur toutes les fermes? Dans un premier temps, on a nos propres moissonneuses. On a le système de triage. On a du temps pour s'en occuper. Et on sème quand même pas mal de surface. Donc, on est à 20, 25, 30 hectares de prairies semées par an. Donc, au final, c'est un gros budget de semences. Donc, toute la semence qu'on récolte nous-mêmes, c'est des économies sur la ferme. Et oui, voilà, l'héritage familial. Enfin, moi, j'ai toujours connu faire ces semences sur la ferme. Donc ça, on a l'habitude de le faire. Et tu parlais aussi du fait que comme vous êtes excédentaire en Ouais, fourrage, voilà. ça rentre moins en concurrence.
Ouais, c'est ça. Quand de mettre un hectare pour faire de la semence, le foin qu'on récolte derrière, il est pas de bonne qualité. Donc, quand on est limite en fourrage, de consacrer, nous sur la ferme, il y a 2 hectares qui est consacré aux semences de prairies. Ça fait quand même des bottes de foin en moins ou du pâturage en moins. Donc nous, on est excédentaire, donc ça nous permet aussi de libérer de la surface. Et pour finir, quels ont été les intérêts de travailler au sein du projet Climavèche pour toi? Eh ben, les intérêts, c'est surtout les échanges entre agriculteurs. C'est vrai que nous, on en fait quand même depuis très longtemps, donc on a des connaissances, mais c'est important de les partager et d'avoir du retour de d'autres exploitations. Il y a toujours à apprendre, donc ben, c'est super intéressant. Le lotier, je sais pas si on y serait allé. Enfin voilà, il y en a qui avaient essayé ou qu'en font. Du coup, on s'est dit ben, pourquoi pas nous. Donc voilà, on y va aussi grâce à ça. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'on peut laisser la parole à Coraline et Pierre-Marie. Et puis pour toutes vos questions, du coup, ce sera à la fin du témoignage de Pierre-Marie. Ok, merci Tiffaine, merci Guillaume. Euh, donc, euh, donc on y va pour le témoignage pour Pierre-Marie. Donc bah, première question comme pour Guillaume, du coup, depuis combien de temps est-ce que tu récoltes des semences sur la ferme et comment c'est arrivé cette idée de faire ces semences? Bonjour. Donc, ça fait 3 années que je récolte les semences. C'était suite à l'Assemblée générale, donc il y a 3 ans. On parle toujours des semences céréales, puis là on parlait des prairiales et je me suis dit tiens, je vais tester une petite bande pour comme ça quoi, vraiment un test. Donc voilà, c'est comme ça le point de départ qui est venu et donc c'était assez opportuniste parce que l'Assemblée générale était au mois de mars et pour choisir la parcelle, il est quand même temps. Donc j'ai que des prairies multi-espèces. Donc j'ai testé par ça, comme ça. C'était vraiment le test pour techniquement savoir comment pour le faire, quoi. Et du coup, ça emmène sur la prochaine question. Qu'est-ce que tu récoltes dans tes prairies multi-espèces? Principalement du raie gras et du trèfle. J'avais fait 2 petites parcelles et puis une autre où il y a plus de fléoles, fétuques. Après, il y a eu une autre parcelle où il y avait du lotier aussi. C'est un petit peu ce qu'il y a dedans et c'est les parcelles les plus propres possibles. Mais je n'ai pas de bande en variété pure comme Guillaume. Ok. Et ben justement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus du coup l'itinéraire technique que tu as affiné là sur les 3 années? Alors, c'était les parcelles qui me paraissaient les plus belles au niveau rendement intéressant, enfin pour avoir une bonne qualité de fourrage par rapport au pâturage. Moi, c'est beaucoup pâturant. Donc des parcelles propres, évidemment. Les proportions des espèces que j'ai et qui sont locales, enfin disons maintenant, elles sont semées depuis longtemps, donc elles conviennent bien au climat. Donc je me dis, c'est quand même intéressant. Les parcelles accessibles aussi pour le matériel, parce que je suis dans une région nord-ouest Mayenne, donc c'est assez bocagé, donc il y a beaucoup de haies et tout ça. Donc je fais attention de plus en plus, on teste les choses et je pâture mi-avril, enfin mi-mars à mi-avril, après je laisse la parcelle pour éviter une perte de rendement, parce que on se rend compte si on pâture dès que ça épie un peu, c'est dommage de louper un petit peu la récolte, enfin de louper le rendement. Donc je déprime, voilà quoi, et puis après je laisse pousser. Après, pour la récolte, je surveille un peu les rumex en passant dans la parcelle, comme ça. Je suis pas trop envahi, donc ça va. Et je fauche 2, 3 jours avant la moisson pour que ça passe mieux dans la machine, dans la moissonneuse. C'est une entreprise qui vient le faire, donc pour gagner un peu de temps. Et comme ça intervient souvent en fin de saison de céréales, le matériel, il est assez, comment dire, il a été sollicité dans l'année, donc c'est plus compliqué un peu.
Donc ça facilite la récolte et ça se bat nettement mieux. Il y a moins de paille dans la récolte. Donc j'essaie de choisir aussi une période où il fait très chaud les derniers jours pour que soit plus facile à sécher après. L'année dernière, c'était compliqué après une période humide de faire sécher les semences. Donc après, ben, je fais sécher sur une bâche, donc j'ai quasiment pas à les bouger ou enfin dans la remorque et ben, c'est nettement moins contraignant quand c'est très sec, quoi. Et après, dans la période, enfin après la récolte, quand j'ai le temps, ben, je les trie. Donc j'ai acheté avec un collègue un trieur, enfin un petit trieur à grille. Et en fonction des diamètres, ben, les semences sont un peu séparées, mais j'arrive pas à avoir quelque chose de très précis. Comme c'est les grilles, leur aigras peut rentrer dans des petits trous, donc faut que j'améliore un petit peu le choix des grilles. Mais ça permet quand même de séparer le raigra pur et puis après j'ai un mélange de raigra et trèfle, mais ça me permet de proportionner un petit peu, mais de faire un dosage après pour faire un mélange quoi, et d'estimer le rendement et puis bah, enlever carrément les impuretés pour pouvoir semer à la suite quoi. Voilà. Je pense Ok. ça va dépendre de Ouais, choses. merci. On verra si, s'il y a des questions de précision après. Et du coup, sur ces premières récoltes que tu as pu faire, est-ce que tu en es satisfait? Est-ce que tu souhaites continuer dans le futur et avec quels ajustements? Donc sur la gauche, enfin vous voyez la parcelle que j'avais récoltée en 2022. La photo, elle est de cette année, oui, c'est ça. Donc, c'était mélange raisin trèfle, il y avait très peu de fétuque, enfin, c'était surtout le raisin trèfle. Donc, ben, je la trouve ben, correcte, enfin, ça me satisfait amplement. Et par rapport au prix de l'achat de semences, ben, je trouve ça très avantageux. Et le temps de travail, bah, très raisonnable en fin de compte. C'est assez simple à faire en fin de compte. Je suis resté sur une méthode très simple, sans se prendre la tête, et en fin de compte, ça marche bien. Alors voilà. Donc, je continue le tableau, j'imagine. Donc, les aimants Oui, vas-y. facilitateurs, ben, la surface disponible, ben, oui, je me suis agrandi. Puis, bah, c'était un peu le test, et comme ça avait réussi, ben, je me suis un peu plus focalisé là-dessus. J'ai du temps disponible, je suis en monotraite, donc pour la récolte, ça va. Et puis, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Enfin, la récolte, la fauche, enfin, c'est quelque fait. Le tri, quand on passe une journée pour trier, une grande journée, c'est fait. Donc, par rapport au rendement, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et puis maintenant, ben, on s'est mis un peu tard au niveau du département, mais les échanges, enfin, il y a une motivation et on devient de plus en plus pertinent à faire ça et au lieu d'être chacun dans son coin à faire comme on peut, on améliore quand même nos techniques, on va progresser quand même, je pense, quoi. Ok. Ah, Et pour terminer, oui, sur tes projets futurs, justement. les projets, ben, par rapport au développement à tous, on se motive et ben, on peut développer différentes méthodes. Ça permet de discuter les bandes en variété pure ou multi-espèces. Mais sur les métaux aussi, enfin, on peut les séparer, les semences et même pour l'alimentation à la rigueur avec les trieurs. Et puis je fais un test aussi sur les densités de semis de 35 kilos et je suis descendu à 20 kilos pour tester une petite bande à 20 kilos. Parce que nos semences, ben, je pense qu'elles sont de bonne qualité, peut-être plus petites, mais je n'ai pas pesé le poids des graines, mais voilà. Enfin, c'est toujours des tests qu'on peut faire. Ok. Eh ben, super. Merci pour ce premier témoignage. Je vais laisser, Louise reprendre la main pour les questions. Et puis, du coup, bah, Guillaume et Pierre-Marie, je vous laisserai répondre aussi aux questions qui sont arrivées là déjà un petit peu dans le chat. Très bien. Merci beaucoup, Tiffaine, Guillaume, puis Coraline, Pierre-Marie pour vos interventions. Donc, comme convenu, on passe au premier temps de questions. Alors, je vais les prendre
dans l'ordre chronologique du chat. Donc, les premières ont été posées pendant l'intervention de Guillaume. Donc, notamment, je pense que les premières, ça va être pour toi. Alors, donc, c'était quel rendement pour les bandes? Et en même temps, par la même personne, a été posé, y a-t-il des semences plus faciles à récolter entre graminées et légumineuses? Est-ce que Guillaume, tu veux bien... Les rendements, c'est très fluctuant d'une année à l'autre. Enfin, ça peut aller. On l'a vu, on met un bac sous l'élévateur. Il y a des années, on va récolter 50 kilos et des années, on va récolter 300 kilos en trèfle. En fétuque, c'est un peu plus stable. Après, ça dépend. Sur les dernières périodes, quand il fait très chaud et il y a du vent, ça peut égrener. Mais en fétuque, on est pas oui à pareil 300-400 kilos. Euh, et après, c'était s'il y a des variétés plus simples ou non. Oui, y a-t-il des Euh, semences plus faciles à récolter? Et entre parenthèses, il y a marqué aussi entre graminées et légumineuses. ouais, pas vraiment, je pense. La fétuque, faut faire attention à, comme disait Pierre-Marie, à pas rentrer trop de verre dans la machine. Donc nous, on va ramasser que le haut. Il faut qu'il fasse très très chaud aussi. Et le trèfle, c'est surtout assez dur à battre. Donc sur la machine, on rajoute la tôle débarbage, on serre à fond. Il faut qu'il fasse très très chaud pour bien que ça moissonne. Mais l'une ou l'autre sont pas plus compliquées, je trouve. Très bien. Merci pour ces premières réponses. Alors, la question d'après, donc c'était bonjour. Les maturités des différentes espèces sont-elles similaires pour pouvoir les récolter en même temps? Donc, c'était peut-être plutôt une question pour Pierre-Marie, pardon, pour la récolte des prairies multi-espèces. Ah, C'est ouais, c'est vrai que c'est un petit souci vu la surface. Enfin, je l'ai fait en une fois pour faire venir la moissonneuse qu'une fois, enfin pour éviter de déranger l'entrepreneur. La Fituc paraissait ouais peut-être plus en avance que les autres. Donc on pourrait choisir à la rigueur en fauchant plus haut, comme dit Guillaume, ou on pourrait récolter à la rigueur quand l'espèce que l'on veut est à maturité et les autres la laisser, mais c'est un choix de rendement et est-ce qu'on doit perdre de la récolte ou pas, quoi. On passe 3 4 mois à laisser pousser tout et est-ce qu'on veut récolter qu'une espèce? Donc moi j'ai fait le choix de tout récolter, mais c'est vrai que on pourrait récolter uniquement, enfin passer uniquement quand c'est ce qu'on souhaite récolter soit à maturité, quoi. Après, le fait de faucher, quand je fauche, c'est le matin, quand c'est humide quand même, pour éviter que les semences tombent, quoi, les graines tombent. Je sais pas si ça répond suffisamment. j'ai l'impression en tout cas. Merci Pierre-Marie. Alors, l'autre question qui a été posée, c'était par rapport aux échanges. Donc, Pierre-Marie, t'en avais parlé aussi un peu. Peut-il y avoir des échanges de semences ou de la vente des surplus? Disons les rendements, bah, ça dépend ce qu'on veut. On peut avoir beaucoup de. Enfin, pour l'instant, on reste sur des petites surfaces, donc bah, on n'a pas beaucoup quand même de semences en stock. Quand je parlais des échanges, c'était peut-être plus pour discuter. Mais pour l'instant, j'ai pas de stock en plus. Puis ben, quand je suis agrandi, ben, j'utilise tout. Donc c'est pour semer, il faut quand même une trentaine de kilos. Donc ça représente une toute petite surface, c'est vrai. Mais si au niveau de la qualité, ça peut se mettre en place, oui, effectivement. C'était peut-être réglementairement la question. Enfin, nous, on en vend un petit peu à des voisins quand on a du surplus. Réglementairement, on ne sait pas trop comment c'est, mais on le fait. J'ai encore pas développé assez ça, enfin la surface pour en vendre, quoi. Euh, Mais Très on bien. l'avait abordé en journée et je crois qu'on a le droit de vendre des semences. Après, nous, les variétés de trèfle violet et trèfle blanc, c'est les mêmes depuis 25 ans qu'on ressème, qu'on récolte.
Donc on peut dire qu'elles nous appartiennent peut-être. Peut-être me Alors, permettre de répondre, c'est Loïc Lagal de SEMAE. Juste d'un point de vue réglementaire, stricto sensu, à partir du moment où vous n'êtes pas enregistré comme étant producteur de semences, vous n'êtes pas censé vendre des semences. Par contre, dans le cadre de l'entraide agricole, vous avez le droit d'échanger des semences et potentiellement d'avoir un échange commercial, ce qui permettrait de rentrer dans le flou juridique. Mais à proprement parler, vous n'avez pas le droit de produire et vendre des semences si vous n'êtes pas enregistré et identifié comme producteur de semences. Ok. Ouais. très bien. J'allais Merci pour ce lever la complément. Et main. Lionel, je vois que tu Oui, prends la main j'avais aussi. levé la main pour dire Vas-y. sensiblement la même chose. C'est vrai on a fait le point dans le livrable final sur essayer de simplifier l'approche réglementaire qui est quand même assez complexe pour bien clarifier les choses également par rapport aux différentes espèces. Et oui, l'objectif du projet, c'était aussi d'avoir de l'échange de semences et de passer par l'entraide, justement. En fait, dans le cadre du projet, on a essayé d'observer comment il pouvait y avoir de l'échange plutôt dans l'objectif d'essayer euh, de diffuser des variétés qui sont des variétés comme celles que décrivait Guillaume, qui sont plutôt des variétés qui sont présentes sur les fermes depuis longtemps et donc qui sont des semences paysannes d'un point de vue réglementaire. Euh, et du coup, de s'assurer que dans le cadre de ces échanges, on passait bien par un cadre qui était conforme à la légalité, donc en utilisant le levier de l'entraide. Très bien. Merci Lionel. Je continue avec les questions dans le chat. Donc là, il y a quatre questions en une. Donc vu comment elles sont posées, je suppose qu'elles s'adressent autant à Pierre-Marie ou à Guillaume qu'à Guillaume. Donc je vous laisse répondre comment vous le sentez. La première, c'était, observez-vous des évolutions notables de vos populations au fil du temps? Est-ce que l'un de vous... Ouais, Guillaume, je vais te ouvrir le Ouais, micro. nous, en gros, les bandes, on les laisse en place. Voilà, on va faire deux, trois récoltes. Et après, on arrête de récolter sur ces surfaces. Avec le pâturage, bah, c'est un peu moins pur. Le mélange se fait rapidement par les bouses. Euh, et après, bah, vu qu'on en sème des nouvelles, elles sont un peu plus productives quand même. Il y a une rotation qui se fait. Et après aussi en trèfle blanc, des fois, on va aller récolter du trèfle blanc dans une parcelle où on n'a pas du tout semé du trèfle blanc en pur. Si on voit qu'il y en a beaucoup, on va aller la récolter dedans comme ça. Ok, merci Guillaume. Et donc ensuite, c'était, avez-vous déjà eu des problèmes d'adventice difficiles à trier? Pareil, Pierre-Marie ou Guillaume, comme vous le Ouais, sentez. bah, comme je l'ai dit, cette année les rumex. Du coup, on a Ouais. préféré ne pas récolter. Ensuite, non. Dans la fétuque, c'est compliqué hein, de trier une fétuque. Faut qu'elle soit propre avant de la récolter. Sinon, je vois pas trop comment on peut sortir des mauvaises herbes d'une fétuque. Le trèfle, c'est un peu plus facile, mais le trèfle est plus propre. Et oui, les plantes enfin, que le trèfle, oui, c'est plus garni. Donc, moi, les rumex, ben, j'enlève aussi. Donc, de toute façon, faut enlever avant de récolter, je pense, à trier. Enfin, moi, j'ai pas le matériel pour pouvoir trier précisément, enfin, tout. Euh, il y avait des fleurs, enfin, jaunes cette année qui étaient dedans. J'ai pas enlevé. Bon, ben, c'est des récoltes pour moi et puis c'était pas envahissant, donc il y en aurait très peu à la rigueur. Mais je peux pas, et j'ai pas de recul non plus. J'ai semé cette année, donc je peux avoir de recul par rapport à celle-ci. Il peut avoir le risque, mais on sème quand même beaucoup
de bonnes semences en fin de compte et ben, prennent le dessus sur les autres. Je pense que c'est peut-être dans la conduite après faut travailler, quoi. Donc pour moi, c'est pas limitant. Ok, merci. La question suivante était concernant le séchage. Avez-vous des difficultés pour le séchage au vu des années très humides qui s'enchaînent? Moi, l'année dernière, c'était plus compliqué parce que c'était humide, mais en le mélangeant 5, 6 fois, ça s'était très bien passé et il n'y a pas eu de souci. Faut le mélanger après, quoi. Ouais, nous, c'est pareil. On le stocke sur du béton à l'abri. Et du coup, on arrive toujours à le faire sécher quand même. C'est pas des grandes quantités, hein, donc il faut, ça s'étale 1 centimètre et puis ça va vite. Ok, très bien, merci. Et du coup, dernière question de cette personne. Alors, pensez-vous que vos machines de triage actuelles sont amplement suffisantes ou y aurait-il un besoin d'amélioration? Et si oui, lequel? Enfin, à quel niveau, pardon. Et si oui, à quel niveau? Je Alors, pense. vas-y, Guillaume. Non, vas-y. Donc, pour moi, mon besoin, c'est suffisant. Tout n'est pas bien séparé, mais ce sont des grilles, donc je vais m'améliorer. Après, il y a un autre système alvéolaire que j'avais fait un test chez quelqu'un d'autre et j'étais pour la partie trèfle et régras séparés, ouais, j'étais satisfait à 90-95% pour avoir vraiment que du trèfle pur. Donc, il y a moyen de faire facilement quand même à pas très cher. À 90-95% et non pas à 100%. Voilà, mais 90-95, ça répond déjà quand même à pas mal à mes besoins. Ouais, nous c'est pareil. Vu qu'on récolte le trèfle en deuxième coupe, il y a très peu de graminées. Même quand c'est des petites années, on le fait à la grêle là, où ça suffit. À séparer du trèfle, ça se trie assez facilement. Et la fétuque après, bah, si elle est propre avant, elle sera. Enfin, il y a rien à sortir. On sort le grain, l'emballage. Là où il n'y a pas de grain, les grains légers sortent et puis la paille. Mais globalement, oui, on est assez satisfait de ce qu'on a, ouais. Pour les volumes qu'on a. Ok, merci. Alors, ensuite, donc une question de l'autre personne. Est-ce que vous avez des problèmes de fourmis ou de rongeurs pendant le séchage? Pour moi, Non. bon. Euh, Bon, on les met pas n'importe où non plus, quoi. Enfin, voilà. Ouais, puis globalement sur la ferme, s'il y en a pas trop, non, on n'a jamais vu. C'est Et on surtout va pas après les. le stockage qu'il faut faire attention. ouais. Il faut surtout faire... Pardon, j'ai pas entendu. Au stockage après. Oui, d'accord. Ok. Lionel, je vois que tu lèves la main. Vas-y. Ouais, c'était pour donner peut-être un regard projet sur la question du tri. C'est clair qu'aujourd'hui, en fait, les outils, ils existent. Pierre-Marie t'évoquait euh, le trieur alvéolaire. On pourrait aller même plus loin avec d'autres outils de tri complémentaires. Mais le problème, c'est qu'effectivement, pour avoir une une ligne complète de tri, ça coûte très cher. Donc, en fait, l'une des étapes à suivre pour le projet serait d'avancer sur comment est-ce qu'on peut mutualiser ces outils-là pour répondre à des besoins. Et peut-être que sur les semences que vous récoltez aujourd'hui, le niveau de propreté est suffisant. Par contre, sur le lotier, j'ai l'impression que il peut y avoir plus de difficultés à obtenir une semence suffisamment pure. J'ai en tête quelqu'un de ton groupe, Louise, Benoît, je crois, qui avait laissé tomber son lotier récolté parce que enfin, il n'a jamais réussi à obtenir un résultat suffisant pour pouvoir l'utiliser. Donc on verra, Guillaume, comment tu t'en sors dans les essais que tu vas pouvoir faire. Oui, bon, on essayera, on verra.
Après, ça se conserve assez longtemps, donc c'est vrai que si on en récolte une année, pas mal, et qu'il se conserve 2, 3 ans. Et donc oui, je pense que sur le tri, il y a du boulot en termes de réflexion sur des outils plus adaptés et qui peuvent être plus facilement mis en commun. Bon, Mais qu'il faut, c'est plutôt enfin, des... ça peut passer par du tri de métailles ou d'autres cultures, parce que la prairie, enfin, vu les quantités et les volumes, Oui, oui, du coup, ça devient aussi intéressant à mutualiser sur plusieurs productions et plusieurs fonctions. Bah, merci beaucoup pour vos réponses, témoignages. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc j'ai l'impression que c'est bon et que vous avez répondu à tout. J'attends 1 ou 2 secondes, mais j'ai l'impression que c'est bon. Bah, on va pouvoir passer à la partie suivante. Du coup, Guillaume, enfin, on en profite pour te remercier parce que je crois que tu nous quittes là à ce moment-là. oui, je vais continuer un petit peu, puis je vais y aller. Ok, bon, en tout cas, merci d'avance pour ton témoignage et tes réponses en tout cas. Eh bien, on va passer à la suite. Donc, on va passer à la partie 3. Hop. Donc, on va passer à la troisième partie de ce webinaire qui est un bilan en fait sur le dispositif d'animation qui a été mis en place. Et donc, pour cette partie, je vais laisser la parole à Clara qui va se présenter en même temps. Oui, faut que j'active mon micro, ça va mieux marcher. Oui, donc Clara Ostuze, moi je suis animatrice au CIVAM de la Sarthe, donc un des départements là engagés dans le projet. Et moi j'ai suivi le groupe sartois qui s'est aussi posé des questions sur les semences paysannes et je vais un petit peu vous faire un retour sur notre vécu et puis des retours plus globaux qu'on peut prendre sur l'animation de ce type de sujet. Donc jusque-là, on a eu une présentation donc, du projet, de ce que nous, on a été en capacité de produire et les témoignages des agriculteurs engagés. Là, moi, l'idée, c'est donc de vous montrer ce qu'on a pu explorer, ce qu'on a retenu comme enseignement sur l'animation, sur la dynamique des groupes, enfin, quelle dynamique est-ce qu'on peut avoir au sein des groupes sur un sujet comme celui des semences, et aussi prendre un peu du recul sur les apports qu'a pu avoir un projet à l'échelle régionale dans chaque département. Donc jusqu'ici, les témoignages qu'on a eus et les retours ont été très axés sur les espèces prairiales, donc avec les retours de Pierre-Marie et Guillaume. Là, ici, vous allez voir en Sarthe, la porte d'entrée sur ce sujet des semences paysannes, elle est un peu différente parce que nous, on est arrivé à ce sujet via le maïs population. Mais vous allez voir aussi dans ce que je vais vous présenter qu'en fait, au final, il y a quand même des porosités qu'on retrouve entre ces groupes d'espèces sur les problématiques qui se posent. Donc là, moi, je vais vous faire rentrer un petit peu dans l'intimité du groupe que j'ai suivi depuis donc, 1 an et demi. Donc voilà, et donc là, donc, sur l'exemple concret de la Sarthe. Donc, pour vous expliquer un petit peu historiquement, nous en Sarthe, on avait un groupe qui existait et qui était un petit peu enfin, qui se posait des questions, mais très larges sur la thématique globale des cultures. C'est un groupe qui était un petit peu en perte de vitesse. Et en fait, en 2021, donc au moment du lancement du projet Climat-Veg, et donc en entendant parler de ce qui se faisait dans le projet, il y a eu une volonté au sein du groupe d'échanger sur le sujet du maïs population. Pourquoi le maïs population? Parce qu'en fait, avant l'arrivée du projet Climat-Veg, il y avait déjà des agriculteurs en Sarthe qui avaient commencé à expérimenter des choses autour du maïs population. Et il y en avait déjà au sein du groupe qui se posaient des questions. Et donc là, c'était un petit peu l'occasion de lancer une dynamique sur le sujet et de se servir de la dynamique globale régionale pour nous avancer aussi en Sarthe. Donc tout au long du projet, on a organisé différents temps de rencontres sur ce sujet-là et ça a permis différentes avancées. Donc moi, je vous ai mis là des petites photos de journées, de différentes journées d'échange avec le groupe pour illustrer un petit peu tout ça. Et là, donc, pour vous expliquer un petit peu et vous exposer les avancées que nous, on a observées en Sarthe depuis le démarrage du projet. Donc déjà, on a eu différents essais qui ont été réalisés chez les agriculteurs du groupe. Et donc, au-delà de ceux qui étaient engagés au démarrage, il y en a d'autres qui ont pu donc se lancer sur ce sujet-là aussi.
Et ça a permis de mutualiser des questions qu'il y avait entre les agriculteurs sur la sélection à faire sur le maïs population, comment je valorise le maïs population sur mon exploitation, quel itinéraire technique et comment je trie et je stocke aussi le maïs. Voilà. Nous, en Sarthe, on a aussi mis en place une vitrine des différentes variétés de maïs population qui sont présentes chez les agriculteurs du groupe, en important aussi des variétés d'autres départements, pour un petit peu faire parler du maïs population. Et cette vitrine, on l'a mise en place en partenariat avec un lycée agricole du territoire. Et donc, ça a été l'occasion de faire parler du maïs population à d'autres agriculteurs, mais aussi à des étudiants. Et donc de faire avancer en fait ce sujet globalement sur le territoire sartois. Au fur et à mesure du projet, donc les journées qu'on a pu organiser, donc là sur la diapositive présente, c'était des photos de la journée d'égrainage du maïs pop qu'on fait donc à peu près en mars-avril. Et donc c'est un temps de regroupement du groupe et où là du coup on se mutualise sur ce temps d'égrainage donc chez les agriculteurs qui ont le matériel disponible. Et on a aussi donc une autre journée un peu qu'on dédie à ce sujet-là, qui est donc le moment du bilan de campagne un petit peu sur le maïs pop, donc en octobre-novembre. Et donc là maintenant c'est un petit peu devenu des journées rendez-vous du groupe qui continuent d'échanger sur ce sujet. Autre chose qu'on a pu observer en Sarthe, c'est la volonté. Alors, on ne l'a pas trop exposé jusque-là dans le webinaire, mais en fait, dans le cadre du projet, on a aussi mis en place un tableur qui permettait un petit peu de recenser à l'échelle régionale les essais qui étaient faits chez tous les agriculteurs de la région. Dans le but, donc comme on l'a un petit peu exposé précédemment, de favoriser déjà le fait de connaître ce qui se faisait chez chacun, et puis de favoriser aussi des éventuels échanges pour des personnes qui n'auraient pas la capacité de produire certaines semences chez eux. Et donc nous, en Sarthe, inspiré de cette dynamique régionale, on a eu l'envie de faire ce tableau aussi, mais vraiment au sein du groupe, juste en Sarthe. Donc voilà, là, je vous ai mis un petit extrait pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Cet extrait du tableau, il n'est pas complet parce que nous, quand on se le partage dans le groupe, on a évidemment les noms des agriculteurs pour savoir qui fait quoi concrètement. Enfin, c'est vraiment dans un groupe d'interconnaissance entre eux aussi. Et c'est un tableau qui est disponible et diffusé à tous. Enfin voilà, tout le monde y a accès sur un drive. Et moi, je le repartage aussi sur une conversation WhatsApp qu'on a hors des temps d'échange. Donc voilà, c'était aussi une des autres avancées en Sarthe, c'est qu'on a aussi pu mettre en place une discussion entre les agriculteurs du groupe pour qu'ils puissent continuer d'échanger sur ce sujet hors des temps qu'on propose à l'animation. Voilà, donc là, pour vous faire un petit peu un zoom un petit peu plus large sur l'apport de cette dynamique régionale, donc nous, ce qui nous a aidé dans le projet à lancer cette dynamique grâce aux autres départements et à l'apport de la région aussi, c'était que donc, quand on a lancé le projet, il y a le CIVAM de Loire-Atlantique qui est venu participer à des journées avec nous parce qu'en fait, en Loire-Atlantique, il y avait déjà un historique de travail sur le maïs pop notamment dans le cadre d'un projet qui se nommait Covalence, qui avait déjà capitalisé plein d'informations et de données sur le sujet. Et donc, le CIVAM de Loire-Atlantique a pu venir pour faire cet apport au groupe et nous permettre d'avancer déjà avec ce qui avait déjà été fait par d'autres. Ensuite, sur des journées, on a aussi Cyril et Agrobio Périgord qui ont pu venir à des journées. Et là, de la même manière, quand nous, on a décidé de se lancer sur ce sujet, ils nous ont aussi permis, donc comme le disait Cyril dans son introduction, de relativiser un petit peu l'importance qu'on peut donner à la génétique quand on se pose cette question des semences paysannes et de plutôt se focaliser sur concrètement comment est-ce qu'on autoproduit ce type de semences et comment est-ce qu'on passe d'expérimentation individuelle à de l'expérimentation collective et à des échanges. Ensuite, donc, dans le cadre du projet, on avait aussi pas mal de temps d'échange qui étaient prévus, nous, entre animateurs et animatrices de chaque département. Et du coup, ça nous a permis de nous nourrir des vécus de chacune et chacun pour avancer plus vite aussi, nous, en tant qu'animatrices. Et il y a aussi des journées qui étaient prévues régionalement pour réunir les agriculteurs de tous les départements, pour permettre aussi de mutualiser au-delà de nous, nos groupes en local.
Voilà, et donc bah, nous, en Sarthe, grâce à ce projet, ça nous a permis en fait de partir, d'avoir cette porte d'entrée par le MySpop, mais de progressivement aller aussi vers des espèces prairiales et d'élargir du coup les questionnements qu'il y avait au départ dans le groupe. Donc là, on en est encore au début sur voilà, cette partie-là d'autoproduction de semences, mais c'est en tout cas quelque chose qui nous a aidé, nous, à nous autoriser à nous lancer sur d'autres sujets euh, au sein du groupe. Voilà. Donc là, si je vous résume un petit peu les questionnements qu'il y a encore à l'heure actuelle dans le groupe, ça va être des questions toujours donc autour du matériel qu'il est nécessaire d'avoir donc à la fois sur le MySpop et sur les semences prairiales. Donc les grainages, le tri notamment. Ensuite, je pense que ça, c'est un puits de questions sans fin, mais sur les caractéristiques globalement agronomiques de ces variétés, et notamment sur le maïs pop, donc la question de la valorisation en ensilage ou en grain, parce que voilà, nous, les maïs pop qu'on a testés pour l'instant, ils étaient plutôt typés pour de l'ensilage, mais voilà, on se pose la question de est-ce que c'est aussi possible d'aller vers des variétés qui permettent une valorisation en grain. Ensuite, donc pareil, plein de questions, un foisonnement de questions sur les itinéraires techniques et la conservation de ces semences. Sur le maïs pop, sur l'itinéraire technique, ça va aussi être pas mal en lien avec la question du désherbage, donc la mécanique principalement, et qui est quand même, qui reste un point assez technique et voilà, qui pose plein de questions. Et donc sur le stockage. Et nous, là où on en est arrivé, vu qu'il y a quand même des essais qui se mettent en place et sur aussi d'autres types d'espèces, c'est toujours comment est-ce qu'on continue de favoriser les échanges entre les agriculteurs qui s'engagent sur ce sujet. Donc avec le tableur, comme on l'a dit, et le groupe WhatsApp pour le moment, mais voilà, on se pose toujours des questions de comment favoriser ça. Et donc, ça m'emmène sur un petit peu les retours d'expériences globaux d'animation. Donc là où je vais un peu me faire la... Donc, je vais vous parler de la Sarthe, mais aussi un peu la porte-parole des expériences des autres départements. Là, c'est les grosses conclusions qu'on a tirées, nous, sur ce dispositif d'animation, où du coup, on s'est rendu compte que le sujet de l'autoproduction de semences, ça restait... Donc, c'était un sujet d'intérêt au sein des groupes, mais qui, pour la plupart, reste non prioritaire et qui peut quand même être jugé complexe. Donc, nous, en tant qu'animatrice, ça nous demande quand même globalement du temps pour continuer de faire vivre la dynamique sur ce sujet. Et on a aussi pu constater que ça nous demandait aussi de nous former sur certains aspects, notamment réglementaires, comme on l'a exposé tout à l'heure. Et que donc un des points un petit peu qui reste bloquant pour faire vivre cette dynamique, c'est que donc comme Pierre-Marie et Guillaume l'ont un peu dit dans leur témoignage, mais pour la plupart, ça reste des récoltes qui sont opportunistes, pour la plupart des cas. Et donc, ça peut rendre compliqué l'organisation collective à se dire, voilà, si on veut partir d'une logique d'échange entre les agriculteurs, bah, c'est pas forcément évident de prévoir qui va produire quelle semence, quelle quantité est-ce qu'on sera en capacité d'avoir pour se dire que, voilà, on peut échanger entre nous sur ça. Voilà. Et du coup, tu peux passer à la diapo. Oui. Merci, Louise. Et donc là, pareil, pour vous donner les grands enseignements des avancées permises par l'accompagnement donc, qu'on a pu mettre en œuvre, c'est que donc, nous, ça nous a permis à l'échelle régionale d'identifier les essais qui étaient faits chez les différents agriculteurs actuellement, et donc les autres qui décideront de se lancer, on l'espère. Et donc, ça a permis aussi d'en motiver d'autres à se lancer en se rendant compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément de groupes qui étaient pionniers sur le sujet, donc entre les départements, mais plutôt au sein des groupes départementaux, des agriculteurs pionniers qui permettaient d'impulser un petit peu et de déjà donner la connaissance qu'ils avaient sur le sujet pour en aider d'autres à se lancer. Nous, ça nous a permis d'identifier des pratiques et de les partager donc, dans les fiches qu'on vous a présentées. Et ça nous a permis aussi d'en arriver à montrer les limites que peut avoir l'accompagnement sur ce sujet. Et c'est là, du coup, que je laisse la parole à Cyril, qui va compléter cet aspect-là. Oui, alors juste pour faire un point sur les limites et les perspectives,
qu'on a identifiées dans le cours de ce projet. Je vous ai remis, enfin, pour enfoncer un peu le clou de ce que j'ai dit au départ, une schématisation qui indique que pour qu'on puisse travailler sur l'adaptation des plantes, il faut travailler sur une autonomie semencière locale. Par autonomie semencière locale, ça peut prendre une diversité de formes. Ce que je voulais aussi dire, c'est que même si on avait ce schéma plus ou moins en tête au départ du projet, ce projet est resté typique d'une démarche de recherche-action en agroécologie, où on entre avec des hypothèses, et le projet avance en rejetant ces hypothèses et en produisant des interprétations plus réalistes. Euh, Par exemple, pour rebondir sur ce qu'a dit Clara, euh, au départ du projet, l'idée était qu'il existait des départements pionniers, on a en particulier le département 49 sur les fourragères, pionniers par rapport à d'autres départements, car les groupes travaillaient déjà sur les semences depuis longtemps. Et une des avancées de ce projet, une réinterprétation, a consisté à comprendre que les compétences étaient en fait plutôt réparties sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire, non pas avec des départements pionniers, mais avec des fermes pionnières, comme les témoignages des deux agriculteurs présents vous l'ont illustré. Euh, L'activité d'animation, très intense, a également produit des avancées dans le sens de la diffusion des capacités techniques. Et ça me semble plus délicat en ce qui concerne l'autre dimension de l'autoproduction locale de semences, qui est l'organisation collective locale entre ceux qui disposent de ces capacités et ceux qui n'en disposent pas. Donc ça pose une question qui est, est-ce qu'on change d'échelle? Et si oui, comment? Est-ce que l'entraide agricole, qu'on a déjà mentionné, est un modèle suffisant pour répondre aux attentes des agriculteurs en termes de semences fourragères? Ou est-ce qu'il faut essayer d'imaginer un autre modèle d'organisation collective, un autre modèle économique qui valoriserait ces compétences tout en restant dans le cadre de la légalité. Et là, ça dépasse mes compétences, c'est plutôt des compétences juridiques. Quelles sont les contributions des autres acteurs de la semence dans une telle situation? Faut-il adapter la réglementation? Est-ce envisageable? Voilà, bon, ben, je laisse ouvert sur ces questions-là pour en discuter. Très bien. Merci beaucoup Clara et merci beaucoup Cyril pour vos témoignages et vos retours sur cette troisième partie. Donc nous allons passer à la deuxième et dernière partie en fait de questions, de réponses à vos questions. Donc dans le chat pour l'instant je n'ai pas vu de questions qui ont été posées. Il y avait une intervention juste de Semae West voilà, qui mettait son contact aussi pour pas hésiter à le contacter concernant la réglementation. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette troisième partie? Mais après, si c'est des questions qui vous reviennent aussi sur les premières parties, il ne faut pas hésiter à les poser maintenant. De... Des questions qui restent en suspens, des choses qui n'ont pas été claires ou autres, n'hésitez pas à les poser. C'est l'occasion. Ok, je vois qu'il n'y a pas de... Pardon, j'avais une question Ah pour bah, Cyril, pour rebondir sur ce qu'il disait sur cette notion de changement d'échelle. Est-ce que vous avez du coup déjà abordé cette réflexion ou c'était juste une question ouverte là sur le webinaire? Est-ce que vous avez déjà des projections justement par rapport à cette question? Euh, non, c'est pas, on l'a pas abordé concrètement du fait des limites que je mentionnais. Ensuite, il y a plusieurs pistes. Déjà, les questions de mutualisation de matériel. Bon, ça, c'est la base et qui est quasiment envisageable dans la suite du projet. Et, et après, moi, je me pose des questions. Quand je vois la qualité des compétences de certains agriculteurs, on en a pas mal discuté dans le groupe d'animation sur le fait que ce sont des agriculteurs qui ont du temps à consacrer à ça, des fermes herbagères qui fonctionnent, et peut-être qu'il y a moyen de valoriser ces compétences un peu plus, et pas seulement pour les agriculteurs qui les possèdent, mais pour le territoire. Voilà, mais enfin, voilà, moi, c'est une réflexion personnelle où je trouve dommage que ce soit pas valorisé au vu du déficit d'autonomie au niveau local et national en semences. Mais c'est une question ouverte.
Merci. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée entre-temps dans le chat. La participation des collectifs 30 000 a-t-elle été bénéfique pour ce travail? Euh, j'ai un Oui, doute c'est en bon. lisant la Et question. j'avais un doute en fait, donc qui avait choqué à la DRAF, je me rappelais plus si certains de ces projets n'avaient pas été retenus en groupe 30 000 ou GI2E d'ailleurs, peu importe, et que ça aurait pu permettre éventuellement d'apporter des financements moi, de faciliter quelque part la réalisation de ce travail. Donc c'était juste pour voir si les dispositifs qu'on finançait parfois avaient une utilité par rapport à ce type de travail qui est quand même très intéressant. Ok. Lionel, je te laisse répondre à cette question. Oui, alors après, moi, j'ai plus en tête effectivement qui était groupe 30 000 ou GI2E. La seule chose dont je me rappelle, c'est que ça a été très utile au groupe que tu animes, Louise, mais peut-être avant ton arrivée, parce que si je ne me trompe pas, c'était un GI2E. Mm. Donc ça a permis d'appuyer quand même le démarrage de cette réflexion. Euh, et du coup, derrière d'alimenter la conception de ce projet et le démarrage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'année 2021. Mais c'est vrai que bon, j'ai un doute, Lionel, mais en effet, on a pas mal de groupes 30 000 en semences potagères, mais je suis pas sûr qu'en semences prairiales on en ait. Mais voilà. Après, ça peut être aussi des opportunités, hein. On a nos dispositifs qui sont là et il faut pas hésiter à, à venir y chercher des semences, des financements parce que ça permet aussi d'améliorer encore la dynamique, quoi, et puis de partager les coûts quand il y en a, quoi. Mm. Mais en tout cas, pendant le projet Climavège, il n'y a pas eu de groupe 30 000 du coup. Enfin, oui, si je me trompe, je crois pas. Mais voilà, effectivement, c'était plus avant et ça a bien aidé parce qu'on avait quand même déjà un petit peu de matière après pour se lancer dans ce projet. Donc, c'était quand même plus confortable. Et juste pour compléter là-dessus, donc Coraline, hein, de animatrice dans la Mayenne. Nous, pour le coup, c'est plutôt pour la suite. Donc, comme l'a dit Pierre-Marie rapidement, la dynamique de groupe d'échange en Mayenne, elle est arrivée plutôt sur la fin de ce projet-là. Et du coup, dans l'un des GI2E là qu'on porte sur un groupe autour de la prairie, on a intégré du coup. Enfin voilà, ce serait chouette si du coup ça peut permettre de continuer cette dynamique-là après ce projet, au moins avec ça. Donc si, ça rentre complètement dedans. Et je me permets de reprendre la parole aussi, mais nous, en Sarthe, c'est la même chose. Là, le groupe 30 000 qui a démarré cette année, un des axes, alors c'est pas le seul dans le projet, mais un des axes, enfin, c'est globalement sur l'autonomie sur les fermes. Et du coup, il y a aussi un pan sur la production de semences. Donc, ça nous permet, nous, de faire la suite du projet Climavèche qui, là, arrive à sa fin, en fait. Et du coup, de poursuivre la dynamique et de continuer de pouvoir y dédier du temps, quoi. Mm. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant qui arrivent dans le chat. Ouais, juste pour Vas-y, Lionel. compléter, enfin, je rebondis sur ce que tu disais, Clara. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une, euh, une dynamique forte au niveau départemental, parce que les groupes fonctionnent bien à cette échelle-là. Et les perspectives, elles sont quand même aussi à envisager à l'échelle régionale, peut-être même légèrement au-delà, même si dans notre projet, je ne sais pas si ça a été clair, mais dans les échanges régionaux, ont participé aussi de façon de plus en plus intense des membres des groupes départementaux à des rencontres régionales qui étaient épisodiques, mais qui permettaient quand même d'avancer sur des questions techniques et puis aussi peut-être de redescendre des informations auprès des groupes départementaux, même si c'était le rôle des animatrices. C'est toujours bien aussi d'avoir un relais agriculteur, agricultrice. Et, et donc, oui, le challenge, ça va être de voir, et peut-être c'est aussi la question par rapport à cette notion de changement d'échelle qui était évoquée précédemment, comment on peut continuer à une échelle
qui permettent cette articulation entre les travaux des groupes et qui, même s'ils sont d'un même réseau, ont plus de facilité à travailler ensemble quand il y a des moyens dédiés, quoi. Très bien, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde un petit peu, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à la suite, donc à la conclusion, à la clôture du webinaire. Alors, donc avant de clôturer ce webinaire, donc je vais redonner la parole à Solène, du coup, pour un rappel aussi sur les prochains webinaires à ne pas louper dans le cadre de Climat Beige. Hop. Merci Louise. Oui, je vous le disais en introduction, hein, il y a vraiment une série de différents webinaires sur plusieurs thématiques travaillés dans le cadre de Climavège. Donc là, c'est pas forcément très lisible, mais je vous mets dans le chat le lien vers les pages web où il y a le programme de tous les webinaires et c'est également là que seront disponibles les replays s'il y a des webinaires que vous avez ratés et qui vous intéressent. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et à piocher ce qui vous intéresse pour vous inscrire. Donc les webinaires sont bien sûr comme aujourd'hui gratuits, mais on vous demande une inscription préalable. Sur la dia d'après, vous informez qu'il y aura une journée finale de l'ensemble du projet Climavège qui est programmée le 13 mars 2025 et qui sera à Nantes. On vous enverra des informations complémentaires bien évidemment d'ici là. Et la dernière dia, c'est pour vous communiquer les adresses mail à la fois côté VG Police si vous avez des questions sur l'ensemble du projet Climavège et si vous avez des interrogations plus précises post-webinaire sur ce qui a été évoqué et présenté aujourd'hui, les coordonnées de Lionel sont là disponibles. Donc n'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup, Solène. Et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation, votre écoute, vos questions aussi qui ont été posées. Donc voilà, comme Solène l'a dit, les replays sont disponibles et livrables aussi sur le site de VG Police et sur le site de Civam Pays de la Loire. Et donc, les animatrices et animateurs resteront à votre disposition pour toutes les questions que vous avez. Voilà. Eh bien, très bonne journée à toutes et à tous.